Merci de rester fidèle à FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif. C'était l'an 1 du gouvernement Samalou Kondé le lundi dernier et cette manifestation a été marquée par les échanges entre le Premier ministre et la presse. Mais retenez que 410 députés nationaux avaient décidé de mettre sur pied l'équipe gouvernementale. Patrick Ngouo revient pour sa part sur les défis que s'était lancé ce deuxième gouvernement sous Félix Tshisekedi. Suivez. Composé de 57 ministres, dont 27% de la représentativité de la femme, le deuxième gouvernement sous Félix Tshisekedi avait axé son programme sur 15 piliers. Le plus important à retenir, c'est que le chef de l'exécutif central visait 4 axes prioritaires, dont la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, établir un état de droit, la reconstruction du pays, mais aussi et surtout le social de la population. Quelques minutes avant l'investiture de son gouvernement, défendant son programme devant la représentation nationale, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge semblait vouloir sonner la fin du calvaire des Congolais. Le temps n'est-il pas arrivé pour que nous puissions enfin créer une véritable union sacrée de la nation pour plus de prospérité, plus de solidarité, plus de sécurité, plus d'emploi, plus de justice et pour une meilleure gestion économique par la bonne gouvernance, se demandait-il. Au perchoir de la Chambre basse du Parlement, Samalou Kondé affirmait que le budget devrait être évalué à hauteur de 36 milliards de dollars américains sur 3 ans, soit 12 milliards de dollars américains par an. Ceci devrait être possible par la maximisation de recettes et l'appui des partenaires extérieurs. Ce qui pourrait expliquer la conclusion du programme triennal conclu en 2021 entre la RDC et le Fonds monétaire international FMI. Parmi ces priorités, il y a également lieu de noter la gratuité de l'enseignement, la revanche du sol sur le sous-sol pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance de la justice, la gestion optimale des finances publiques, l'organisation des élections générales dans le délai constitutionnel, pour ne citer que cela. Le gouvernement fournit des efforts, mais qui ne sont pas proportionnels aux besoins du peuple. C'est du moins le point de vue convergent des Kinois qui ont été rapprochés par la rédaction de FM Télévision. Ces derniers souhaitent que les énergies soient déployées davantage pour l'amélioration du social. Ils sont au micro de Monica Makaba et Plamedi Todo. Na une année déjà gouvernement est en place, donc rien ne marche. Donc rien ne marche, biloko zo mata au jour. Ce balobi que les peut-être baloba que Ukraine que ça la boye, biloko mon na te, c'est mou les mata, biloko zo mata de plus en plus chaque jour OK wende. OK na wende na bon sous au tableau sous bon ze kokate. Ce que gouvernement mais est-ce que akitara sur le terrain pour atala makambo et salama tozo souffrir que batwazo souffrir makasi so tamoli vraiment na ba milliers mususu koyoka na mawa ba milliers mususu maezate courant ezate kolia malamu te mbongo ezate batwazo souffrir nenso pe ko tia biloko na marché bozo te ka biloko zo te ka manango te mbongo ezate. Nous constatons qu'il y a quand même des efforts qui sont consentis au niveau du gouvernement, mais à mon avis, ce sont des efforts qui ne répondent pas vraiment comme il se doit aux besoins de la population. C'est concentré sur un ou deux aspects, par exemple l'agriculture, ou encore, si vous voulez bien, la réhabilitation ou la construction des routes. Je crois qu'avec ces deux aspects, ça peut quand même répondre aux différents besoins de la population. Et on va parler de l'actualité qui a dominé la chambre basse du Parlement. André Mbata a été élu premier vice-président de cette chambre. C'était au cours d'un vote organisé au sein de l'hémicycle que ce constitutionnaliste est devenu le remplaçant de Jean-Marc Kabound après avoir raflé 402 voix. Patrick Ngouo revient sur le sujet. On le savait déjà, candidat unique. Il était évident que André Mbata soit le désormais nouveau premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. La formalité d'usage voulait qu'il soit soumis à l'exercice de campagne électorale qui a abouti au vote auquel ont pris part 446 députés nationaux. Peu avant ce vote, ce membre du parti présidentiel l'UDPS Tshisekedi était face à ses collègues. Ce constitutionnaliste a promis d'être au service de la majorité comme de l'opposition parlementaire. Avec un ton rassurant, André Mbata a pris l'engagement de faire aboutir les initiatives parlementaires avant de promettre l'émission aux députés à l'extérieur du pays. Pour lui, la diplomatie parlementaire sera renforcée. L'Assemblée nationale, dit-il,
devra être désormais représenté dans tous les forums internationaux et bilatéraux. Au cours de cette plénière consacrée au vote, l'on a noté la présence remarquable des députés nationaux membres du Front commun pour le Congo, dont Jeanine Mabunda, qui a vu la salle faire assez de bruit alors qu'elle devrait glisser son bulletin de vote dans l'urne. Jusqu'ici, président de la commission politique administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale, André Mbata succède à Jean-Marc Kabound, qui a déposé il y a quelques semaines sa démission à ses fonctions pour des raisons de conviction politique. Et à l'issue de cette plénière, le président de la Chambre basse du Parlement a félicité les députés nationaux de l'Union sacrée qui, selon lui, ont dit ce que leurs collègues de l'opposition auraient dû dire. Suivez Christophe Mbosso au micro de Patrick Ngou. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'épuiser la liste de tous les orateurs inscrits pour prendre la parole. Au total, 90 intervenants ont pris la parole au cours de ce débat général durant 3 jours. Chers collègues, merci beaucoup pour la participation active et nombreuse à ces 3 séances de débat général. Vous avez démontré à l'opinion que l'Union sacrée est capable de traiter les problèmes du pays rien que dans le souci de sauvegarder l'intérêt général. Vous l'avez fait, vous l'avez démontré. Vous avez été critique. Vous avez dit des choses que l'opposition aurait dû dire. Vous avez tout dit. Vous n'avez rien raté. Félicitations pour ce courage et ce sens de responsabilité. On va changer de chapitre pour parler des pourparlers de Nairobi. Après 5 jours d'intenses travaux entre les émissaires de Félix Tshisekedi et ceux des groupes rebelles à la capitale kenyane, la paix au Nord Kivu, en Ituri et au Sud Kivu était le sujet principal. La dernière journée a été marquée par la présence par visioconférence du facilitateur Uhuru Kenyatta et de Félix Tshisekedi. Suivez. Ces échanges ont connu la participation de près des 30 délégués représentant le groupe armé de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, en présence des observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRJ, des États-Unis et de la France. Particulièrement, ces dernières journées des travaux a été marquée par la participation par visioconférence du président Tshisekedi et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, désigné facilitateur de ces consultations. Prenant la parole, le président kenyan a exhorté les chefs de guerre congolais à choisir la voie de paix, s'est fait exemple pour avoir fait la paix des braves avec son opposant historique. De son côté, le président Félix Tshisekedi, après avoir remercié tous ceux qui ont choisi la voie de la paix, a rassuré les chefs des différents groupes armés qu'ils pouvaient compter sur lui. Rappelons que c'était juste la fin de la première étape des consultations de paix. La facilitation kenyane a annoncé une prochaine rencontre dans le prochain jour. À l'issue de ces échanges, tous les chefs des groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, se sont montrés optimistes. Ils ont par ailleurs émis chacun à la facilitation leur mémo dans lequel ils proposent des voies de sortie. Et dans le même ordre d'idées, une causerie sincère s'impose entre la RDC, le Rwanda et le Burundi pour rétablir la paix dans l'est de la RDC, en lieu et place d'engager des pourparlers avec des marionnettes. C'est le point de vue du coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela. Il est au micro d'Esther Siamouani. Je ne suis pas favorable d'abord à ces discussions, parce qu'il faut le faire avec les puissances qui les arment. Je ne crois pas aux groupes armés ni à leur bonne volonté, encore moins. Ce n'est pas la première fois qu'on a eu les groupes armés autour d'une table. Ils reprennent toujours les armes chaque fois qu'on s'approche des échéances électorales pour perturber la paix de nos compatriotes. Cette partie de la République a beaucoup souffert. Et ces groupes armés, normalement, ils ont eu des accords qui ne respectent pas, ils reviennent tous. Qui les donne des armes?
D'abord, ils vont autour de la table avec des pays qui sont soupçonnés alimenter ces groupes armés en armes, en munitions, et ces pays qui déstabilisent, on va réunir des innocents. Ce sont des petites marionnettes qu'on utilise par d'autres puissances sous-régionales qui vont se mettre à la tour de la table. Et nous sommes de ceux qui pensent, si c'est pour déposer les armes, nous pouvons accepter. Mais si c'est pour aller négocier les brassages, les mixages et l'intégration dans l'armée, nous disons non à ces histoires de réunions. Parce que ces groupes armés les placent en prison en réalité, ou c'est devant la justice. Les discussions sincères entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi doivent s'engager entre les dirigeants de ces trois pays. Avant de voir les marionnettes qu'ils utilisent sur le terrain, doivent être d'abord vues. C'est de ces discussions-là que s'il y a la sincérité, que nous pouvons faire un semblant de croire. Mais nous ne sommes pas trop sûrs de la position de ces pays vis-à-vis de leur velléité de balkaniser notre pays. L'actualité pendant la semaine était également dominée par les propos soulevés par l'inspecteur général des finances. Après un tollé général, Jules Alingueté revient à charge toujours depuis les États-Unis devant la communauté congolaise. L'inspecteur général des finances dit regretter que les compatriotes congolais puissent transformer ses propos. Suivez. Je regrette sincèrement l'incompréhension dont nous avions été victimes autour de ces propos. Je regrette et je partage également la douleur de mes compatriotes de l'Est du pays qui souffrent des affres de la guerre, qui souffrent avec des tueries, des viols et des actes de barbarie. Nous partageons leur douleur et je regrette que nos compatriotes aient été vexés parce que nos propos ont été sortis de leur contexte. Je le dis toujours, un texte sans contexte est un prétexte. Nous avions été devant les investisseurs à Houston et les investisseurs avaient besoin d'être rassurés. Nous leur avons clairement dit qu'il y a des avancées estimables en République démocratique du Congo en matière de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Qu'ils ne devaient pas avoir peur. La République démocratique du Congo est safe. La République démocratique du Congo est un pays fréquentable, en dépit du fait que nous avons un problème réel de l'insécurité à l'Est. Le Congo est un. Quand ça ne marche pas à Bunia, c'est au Lualaba qu'on ressent le même phénomène. Quand ça ne marche pas à Beni, c'est à Matadi, c'est au Bandundu, c'est à Kinshasa que nous ressentons les mêmes problèmes. Nous ne pouvons pas donc cracher sur la mémoire des milliers de Congolais qui sont morts à cause de cette barbarie. Autre sujet qui a défrayé la chronique pendant la semaine, c'est le dialogue intercommunautaire entre la communauté kassaïenne et katangaise. Le président de la République a effectué un déplacement vers Lubumbashi où il a présidé un conseil de sécurité en présence du Premier ministre ainsi que de quelques membres du gouvernement. Suivez. Faisant les comptes rendus des sécurités, Daniel Asselokito a expliqué que les tensions alimentaires en province étaient évoquées par le chef de l'État. À l'en croire, il a été demandé aux communautés de l'espace Kasaï et Katanga le respect mutuel pour une cohabitation pacifique et par conséquent créer un climat de paix, dignité et de cohabitation nationale. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a aussi souligné que le chef de l'État s'est entretenu le même jeudi avec plusieurs autorités politiques et administratives concernées par la résolution de ces tensions dans les deux espaces. Les services de renseignement et de sécurité ainsi que les responsables des provinces ici de l'ex-Katanga et l'ex-Kasaï devraient chacun à sa manière contribuer pour sécuriser et faire respecter les droits reconnus à tous citoyens congolais. Félix Tshisekedi devrait, sauf imprévu, clôturer ce samedi la table ronde sur la cohabitation pacifique entre les communautés des deux espaces. Ces assises se tiennent au Pullman Caravia de Lubumbashi depuis une semaine. Elles devraient, par un diagnostic sérieux, aboutir à des solutions adaptées pour mettre fin à ces conflits. Rappelons que c'est depuis le mercredi 27 avril dernier que le chef de l'État séjourne à Lubumbashi pour la clôture de ces assises entre les deux communautés.
La paix doit impérativement revenir entre les communautés kassayennes et katangaises. C'est l'essentiel du message lancé par Dieudonné Piémé après un entretien avec Jacques Kiaboula. Le gouverneur du Kassai et son collègue du Haut-Katanga ont braqué le projecteur sur une cohabitation pacifique entre les deux communautés. Annie Akole a recueilli ses propos. Je suis Dieudonné Piémé, je suis le gouverneur de la province du Kassai. Je me trouve à Lubumbashi pour des raisons de famille, mais j'ai voulu en profiter pour échanger avec mon collègue sur les questions qui touchent aux relations entre nos deux provinces. J'ai voulu d'abord commencer par présenter toutes mes condoléances à mon collègue, les condoléances de la province du Kassai, à tous les Katangais, de suite des événements qui sont arrivés dans la journée d'hier, et nous avons tenu à attirer l'attention de la communauté sur le fait que recourir à la violence n'est pas une bonne façon pour régler des problèmes ni des revendications. Mais au-delà de ceci, nous avons également évoqué la question qui touche entre les relations intercommunautaires de nos populations. Il y a plusieurs Kassaïens qui habitent le Grand Katanga, et il y a des Katangais qui habitent le Kassai aussi. Mais il s'est développé de plus en plus un discours qui n'est pas bon et qui ne permet pas une bonne cohabitation entre communautés. Nous avons regardé de quelle manière nous pouvons régler ce problème, car vous savez, une petite étincelle peut allumer un grand feu. Il est de notre devoir en tant que responsable de regarder de quelle manière nous pouvons empêcher que des extrémistes se mettent au travers de toute la population, de toutes les communautés. Et donc nous avons convergé ensemble dans nos idées qu'il faut mettre en place des initiatives susceptibles de permettre que les communautés vivent ensemble sans trop de problèmes. Bon, je suis le gouverneur du Kassai, c'est vrai, nous sommes tous Congolais. J'en appelle donc à la population kassaïenne qui habite au Katanga de savoir qu'ils sont Congolais, ils ont le droit de rester au Katanga, certes, mais ils ont également le droit et surtout les devoirs de respecter les cultures qui sont au Katanga. En santé, l'actualité était dominée par la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. En République démocratique du Congo, les ménages ont été appelés à adopter de nouveaux comportements pour juguler cette endémie. C'est l'essentiel du message lancé par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani. On l'écoute au micro d'Annie Akole et Absalom Koubelano. C'est donc un défi qui est lancé à l'endroit des scientifiques congolais, engagés dans la lutte contre le paludisme. Si nous tenons d'une part à l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2030, c'est-à-dire l'enregistrement de moins de cas de paludisme avant d'envisager l'élimination, et d'autre part, matérialiser la couverture de santé universelle prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, ce thème ne nous écarte pas totalement de celui sous lequel la célébration de cette journée a eu lieu les 2 dernières années, à savoir zéro paludisme commence avec moi, et coulé en un engagement pays. Moi, je m'engage pour 0 cas de malaria dans mon ménage. Il s'agissait bien d'une interpellation nous concernant tous, du chef de l'État au tout dernier citoyen congolais, habitant la ville ou la campagne, ou toute personne ayant choisi la RDC comme seconde patrie. Cet engagement ne devait pas se limiter à la parole, mais doit se traduire dans les pratiques quotidiennes. Cela sous-entend que nous devons tous lutter contre le paludisme par l'adoption d'un nouveau comportement devant se matérialiser à travers la participation des ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme, à en faire une intervention majeure, capable de conduire à l'élimination de cette endémie. Donc, vivre un jour dans un Congo exempté de paludisme. Au chapitre de l'éducation, les enseignants du primaire, secondaire et technique vont voir leur salaire être majoré de 70%. L'annonce a été faite pendant la semaine. Esther Siamouni nous en parle.
Les éducateurs des écoles primaires où est appliquée la gratuité peuvent célébrer cette hausse des salaires, une nouvelle qui arrive juste après la dernière mécanisation massive où plus de 80 000 enseignants ont vu leur situation régularisée. Un enseignant de l'école primaire qui avait un salaire de 168 728 francs touchera désormais 411 577 francs. En RDC, être enseignant et père de famille en même temps est une tâche lourde car les salaires ne lui permettent pas de bien s'occuper de sa famille. Il faudrait trouver un autre emploi à côté et pour s'en sortir. Cette hausse en leur faveur peut leur permettre de souffler, eux, qui donnent les savoirs aux futurs cadres de la RDC. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a poursuivi sa campagne de sensibilisation. C'est dans ce cadre qu'il a procédé à la nomination des nouveaux membres des comités de gestion dans 10 universités et instituts supérieurs, ici dans la capitale et dans l'arrière-pays. Suivez. Ces arrêtés ministériels sont entrés en vigueur dès ce mardi 26 avril. Parmi les établissements qui auront des nouveaux animateurs, il y a notamment l'Université de Kaziba, l'Université du Cinquantenaire de Luiro, l'Institut supérieur des techniques médicales de Luiro, l'Institut supérieur des techniques pédagogiques de Kaziba, l'Université officielle de Bukavu, l'Institut supérieur pédagogique de Kamituga, l'Institut supérieur de développement rural de Kaziba, l'Institut supérieur des techniques médicales de Bunia, l'Institut supérieur pédagogique de Matadi, l'Institut du bâtiment et travaux publics de Kisangani, ainsi que l'Institut national du bâtiment et travaux publics de Kinshasa. À en croire le ministre Moïndo Nzangi, sa note se justifie par la nécessité et l'urgence qu'il y a de désigner et de nommer les animateurs des comités de gestion de ces établissements en vue de répondre à l'impératif de leur développement qui exige compétence, dynamisme, rigueur et transparence. La RDC et la Zambie seront désormais liés par un accord d'intérêt commun. Félix Tshisekedi est arrivé ce week-end à la République de la Zambie pour la signature de cet accord très important pour les deux pays, selon les termes du communiqué ayant sanctionné la rencontre entre les deux chefs d'État. Annie Akole. Dans un communiqué de presse rendu public, Stanley Kakou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Zambie, qui signe, précise que le président Félix Tshisekedi va rencontrer son homologue Hichilema Hakainde dans le cadre d'une signature. Au cours de la visite, le président de la République des Zambie et le président de la République démocratique du Congo doivent présider à la signature officielle d'un accord de coopération bilatérale, dit ce communiqué. D'après la même source, cet accord entre dans le cadre de la production de batteries électriques dans les deux pays partageant la même frontière. Les deux dirigeants ont reconnu la nécessité d'identifier les opportunités et de faciliter les investissements pour accroître la part de l'Afrique dans la chaîne de valeur des batteries, des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Le président Hichilema et le président Tshisekedi ont donc convenu de la CER, une initiative conjointe Zambie-RDC sur les précurseurs des batteries, indique le même document. Cette initiative a été proposée depuis le 25 novembre 2021 dernier par le président Félix lors du Forum des affaires multiparties RDC-Afrique organisé à Kinshasa. Notons que, après la signature de cet accord, le chef de l'État va rentrer à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga ce samedi pour clôturer la conférence interprovinciale Katanga-Kasaï qui se poursuit en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et les gouverneurs des deux espaces. Et on va parler du séjour du secrétaire général de l'ONU en Ukraine. Antonio Guterres était en visite, mais cette visite visiblement sabotée par Moscou qui a ciblé le jeudi soir la capitale Kiev. L'homme d'État américain était en sécurité, mais il s'est dit choqué d'après ses équipes. Monica Makaba pour les détails. Sur place, les journalistes ont vu depuis un étage d'un bâtiment un feu avec de la fumée noire s'échappant des fenêtres brisées. Les services de secours ont été écrits sur Facebook que 10 personnes avaient été blessées. Un immeuble résidentiel de 25 étages était visé. Les 2 premiers étages ont été partiellement détruits selon la même source. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a rapidement dénoncé sur Twitter un acte odieux de Barbie indiquant que la capitale avait été frappée sur des missiles de croisière. La Russie démontre une fois de plus son attitude envers l'Ukraine, l'Europe et le monde, a-t-il ajouté.
Selon le président ukrainien, ce sont 5 missiles qui se sont abattus sur Kiev. Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente, a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo sur Telegram. Et on va parler de quelques faits des sociétés dans la capitale congolaise. Les habitants du quartier Maboulou 1 dans la commune de Makala sont en difficulté pour s'approvisionner en eau potable. Cette pénurie est due au manque de la desserte de l'eau par la Régie des eaux. Suivez leur cri d'alarme. Cette affaire est devenue épidémique. Avoir de l'eau dans ce quartier, c'est tout un problème, bien qu'il y ait des tuyaux juste pour embellir le quartier. Les habitants de ce coin de la capitale ont déversé leur colère à nos micros. Ici, il y a une grande difficulté. Presque tous les problèmes du monde reposent ici. Nous puisons de l'eau des pluies en provenance de ce trou. C'est ce que nous utilisons pour faire tous nos besoins. L'eau ne coule plus. Si vous pouvez nous aider avec ces problèmes, ça nous rendra heureux. Ici, nous n'avons plus de robinet, c'est jusqu'à Rigini que nous puisons de l'eau à boire. Cette situation laisse la population de ce coin sans voix. C'est pour cette raison les habitants de cette commune lancent un SOS en direction des autorités. D'ailleurs, regardez vous-même, les tuyaux sont restés juste comme ça. L'eau ne coule plus. Il n'y a pas d'eau et pour en avoir, il faut aller loin. Même celle du forage que nous avons, les Koulouna se mettent à tracasser les mamans sur la route. Ils trouvent leur bidon d'eau. Les résidents de certains quartiers de la capitale de la République démocratique du Congo doivent braver l'insécurité pour se ravitailler en eau potable. En cause, l'absence de réseau public de distribution d'eau. Quittons le quartier Maboulou 1 dans la commune de Makala pour le quartier Mbanza Lemba dans la commune de Lemba qui est rongé par des têtes d'érosion qui ravagent des habitations. Les occupants des maisons situées dans ces quartiers lancent un cri aux autorités pour que cette érosion soit arrêtée. Monica Makaba. Les habitants du quartier Mbanza Lemba connaissent d'énormes difficultés d'eau et d'électricité. Les populations de ce coin parcourent de longues distances pour s'approprier en eau potable, comme elles l'ont expliqué. Même s'il faut plutôt trouver une autre alternative, soit recourir aux eaux de forage, il faut toujours un parcours de combattant. L'eau est trop difficile. Sans forage, on serait déjà mort. Et pour que la population de ces quartiers puisse avoir l'eau, il faut qu'ils puissent un peu traverser là, donc monter quelque part. Donc les gens vous souffrent, ils vous transportent des bidons sur la tête. Et vous constaterez qu'en plein du XXe siècle, ce n'est plus normal. Ce n'est pas seulement le problème d'eau qui terrasse cette population. Ici, pas même moyen d'avoir l'électricité dans des maisons à temps plein. Le courant est difficile. Nos congélateurs ne sont devenus que des échantillons. Aussi l'électricité qui n'est pas stable. Jusque-là, aujourd'hui par exemple, c'est notre journée de courant. Mais nous n'avons pas l'électricité. Alors que nous sommes étudiants, on a vraiment des besoins qu'on peut travailler, des mémoires, des TFC et quoi. Mais il n'y a pas l'électricité. En somme, ce quartier connaît d'énormes problèmes, autres ceux évoqués. La femme lance un cri d'alarme aux autorités pour leur venir en aide. Ainsi prend fin cette édition consacrée à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.